Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bonjour et bienvenue à Discutons Passion sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Darnie Dubois avec vous pour cette nouvelle édition. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un grand homme. Grand homme parce qu'il mesure 6 pieds 4, mais également grand homme pour toutes ses réalisations que vous allez pouvoir constater dans l'émission. Alors nous recevons Monsieur Bergman Fleury, à qui je dis bienvenue à Discutons Passion. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Centre-Ville, Parlons Passion. Oui. Okay. Alors, ça me fait plaisir d'être invité à cette émission. Donc, j'espère pouvoir bien répondre aux questions. Ah, ça va bien aller. Nous allons parler passion, nous allons parler musique, mais également en apprendre sur votre parcours. Alors, pour débuter, quel est votre parcours académique? Bon, disons, tout juste avant d'entrer dans l'académique, mon parcours personnel. Parce que moi, je suis né en Haïti, à Saint-Marc, dans l'Artibonite. Puis j'ai été élevé par des parents, principalement à Port-au-Prince. Et c'est à Port-au-Prince que j'ai, après mes études primaires, secondaires, etc., et au niveau universitaire, j'ai été à l'École normale supérieure, et puis à la faculté de droit et de sciences économiques. Okay. Parce qu'en Haïti, à la même université, on peut s'inscrire dans 2 facultés différentes. Alors j'ai fait l'École normale supérieure en lettres et philosophie, et à la faculté de droit et sciences économiques, j'ai fait économie et administration. Donc, alors, tout en étudiant en Haïti, et j'ai enseigné également. Donc, j'ai enseigné principalement au lycée Toussaint Louverture. D'accord. Et puis, en 1970, j'ai décidé de laisser Haïti pour venir poursuivre mes études et rejoindre mes frères et sœurs qui étaient déjà au Québec. Okay. Donc, en arrivant, et bien sûr, j'ai dû travailler. Donc, j'ai commencé par travailler à peu près 1 an en administration à Ville-Mont-Royal et à l'entreprise J.B. Roland et Fils. Vous vous en souvenez? Oui, ma mémoire est encore bonne. Et après 1 an, j'ai poursuivi mon parcours d'enseignant à la polyvalente Nicolas Gatineau, donc à Gatineau, bien sûr. Okay. C'était l'une des grandes polyvalentes et à Gatineau. Donc, j'ai enseigné de 1971 à 1984 à Gatineau. D'accord. Alors là, il faut dire que de la polyvalente Nicolas Gatineau, je suis passé à la polyvalente de l'Érablière. Et parallèlement à mon parcours d'enseignant, d'abord, j'ai fait un parcours d'étudiant à l'Université d'Ottawa. Aussi. Donc, pour mon MBA. Et donc, et à un certain moment, j'ai abandonné j'ai pas terminé mon MBA. Et j'ai poursuivi en communication. Pour de vrai? Oui, en communication. Donc, j'ai fait presque tout mon MBA et j'ai fait un bac en communication parce que je trouvais que c'était très important en éducation parce que je suis passionné d'éducation. Okay. Parce que même, si je fais un petit retour en Haïti, et très tôt en Haïti, je donnais des leçons particulières en mathématiques, etc. Okay. Donc, alors... Mais vous avez étudié en administration en Haïti, mais à Montréal, disons au Québec, vous avez également étudié au cycle supérieur aussi en éducation. Oui, effectivement. Donc, alors, c'est tout un parcours. Oui, oui. Alors, disons qu'à un certain moment,
j'ai décidé de poursuivre mon parcours en sciences de l'éducation. Donc, comme j'ai dit, j'ai arrêté mon parcours en MBA et j'ai terminé en faire un bac en communication et j'ai repris mes études en sciences de l'éducation. Donc, j'ai poursuivi et terminé ma maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. OK. Donc, on peut voir que vous aimez étudier. J'aime étudier, effectivement, parce que j'aime améliorer mes connaissances, mes compétences, etc., pour mieux servir la communauté. Oui. Je vois dans votre parcours que vous avez toujours aimé Haïti. On dirait que c'est comme si vous ne l'avez jamais quitté. Tout en étant au Québec, avec des collègues et d'anciens collègues de l'École normale supérieure, on a créé le Collège des Normaliens réunis. D'accord. Donc, on était cinq collègues, amis. Nous avons décidé en 1997, je pense, on a décidé de créer le Collège Les Normaliens réunis, qui existe encore en 2020. Qui existe encore en 2020. Donc, on a créé ce collège-là. Donc, pour moi, c'était une manière, tout en étant au Québec, de continuer à contribuer à l'effort d'éducation en Haïti. Donc, pendant que j'enseignais, j'étudiais ici, je fournissais du matériel pédagogique à ce collège-là et occasionnellement, l'été, j'allais travailler un peu à l'administration de ce collège-là, faire les inscriptions, etc., etc. Donc, pour moi, l'éducation, ça a toujours été, disons, ma passion. Ouais, je vois ça. C'est mon domaine, effectivement, étant convaincu que c'est par l'éducation qu'on contribue au développement d'une société. Sans l'éducation, c'est impossible de penser. Sans un système d'éducation de la société, un système d'éducation vraiment conçu pour aider cette société-là. Okay. Donc, c'est pourquoi la réforme scolaire en Haïti, pour moi, c'était très important oui. de contribuer. Si on parle plus du Collège des Normaliens réunis, quelle formation qu'on peut avoir et c'est à Port-au-Prince? Bon, le Collège Normalien réuni est à Port-au-Prince, donc dans le quartier qu'on appelle Paco. Okay. Donc, alors nous, on avait dit les Normaliens réunis parce que nous étions des amis normaliens, donc nous avons été formés à l'École normale supérieure. Donc, on s'était dit que ce collège-là, il faut effectivement faire la promotion de la qualité de l'éducation. Donc, on avait la prétention d'avoir seulement des enseignants bien formés, très compétents pour ce collège-là. Donc, c'est un collège qui a été créé, et puis je pense qu'il continue à exister en valorisant la participation des élèves à leur apprentissage. Très bien ça. Donc, alors, c'est pourquoi là, moi, c'était très important d'essayer d'équiper l'école avec laboratoire de sciences, bibliothèque, etc. Donc, tout ce qu'il faut pour que les étudiants soient capables d'être un peu autonomes dans leur apprentissage. Donc, le Collège des Normaliens réunis, et jusqu'à présent, maintient ce standard-là de qualité de l'éducation, malgré les difficultés, parce que c'est pas facile, mais malgré les difficultés, effectivement, pour nous, c'était très important. Alors, on était 5 au départ, les Normaliens réunis, plus un autre ami qui avait une bonne réputation d'enseignant de français. Alors, avec l'exode, moi je suis parti, je suis rentré, je suis reparti, les autres sont partis. Donc finalement, c'est Emmanuel Buteau qui est resté directeur propriétaire de ce collège-là. Lui, il est devenu ministre de l'Éducation par la suite, et puis après son décès à Montréal, et sa femme et ses enfants ont pris la relève, donc ce sont encore eux qui continuent à gérer ce collège-là. Alors, je propose qu'on prenne une pause musicale. Ce sont mes invités qui proposent une musique de leur choix, une musique qu'ils aiment, une musique qu'ils aimeraient présenter. Et qu'est-ce que vous avez choisi?
Bon, moi, j'ai choisi une pièce de Mano Charlemagne. D'accord. Feu Mano Charlemagne, qui est décédé il y a quelques années. Et cette pièce-là s'appelle Le mal du pays. Quand les princes du port gardaient en main le sort, amis, de milliers d'exilés, mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves à chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis, qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi qui traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer, reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Alors, nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM à Discutons Passion. Nous avons avec nous M. Bergman Fleury, qui nous a présenté une belle chanson de Mano Charlemagne. C'est bien ça, donc merci pour ce partage. Avant la pause musicale, on parlait de l'importance d'avoir des livres. Et mon petit doigt me dit que vous en avez écrit quelques-uns. Si vous pouvez nous partager, par exemple, j'ai avec moi 52 proverbes pour la vie meilleure. De quoi s'agit-il? Bon, et alors disons que humblement, c'est un petit livre. C'est la première fois que je publiais un livre en tant que tel. D'accord. Même si j'ai contribué à d'autres publications, mais disons comme auteur, c'est la première fois que je publiais ce petit livre-là. J'ai toujours convaincu que dans nos proverbes créoles, il y a beaucoup de valeurs, de sagesse dont on peut s'inspirer positivement pour le développement de la société haïtienne. Donc c'est une richesse. Alors, j'ai publié 52 proverbes pour la vie meilleure, 52 proverbes pour la postérité, pour la prospérité, effectivement. Et ce livre a été écrit d'abord en créole, puisque les proverbes sont en créole, et il a été traduit en français. Donc, le livre est bilingue. C'est bien, donc on peut le voir en français. Effectivement, donc on peut lire et tous les proverbes en créole avec leur traduction française. Super, donc c'est facile, on peut voir juste un peu si on l'ouvre. C'est pas à la caméra, si on voit un peu. Donc français d'un côté droit, et créole de l'autre côté. Est-ce qu'on peut se le procurer quelque part? Bon, oui, c'est un livre dont on peut se procurer au Centre Narrivé. Il y a également il y a Grammaire créole. Les deux éditions de Grammaire créole, ok, et toujours bilingue, même si c'est la langue créole, mais pour faciliter l'apprentissage chez les francophones et chez les bilingues créolophones francophones, donc les deux éditions de ça. Et c'est toujours avec le Centre Narrivé
et le comité créole. OK, donc on peut se les procurer. On peut se les procurer, effectivement. Il y a ce livre, écrit par Samuel Pierre. Édité par Samuel Pierre, Pierre. effectivement. C'est Québécois venus d'Haïti, contribution de la communauté haïtienne à l'édification du Québec moderne. Donc, entre autres, les Haïtiens comme vous qui sont venus dans les années 70, qui ont des réalisations, certains se retrouvent dans ce livre, dont vous. Bon, oui, effectivement. Donc, Samuel a eu cette initiative, cette belle initiative, effectivement, et d'éditer ce livre-là pour montrer, effectivement, la contribution d'un bon groupe d'Haïtiens à la société québécoise, et particulièrement dont les réalisations ont été reconnues aussi par la société québécoise. Et celui-là, vous avez siégé? Oui, c'est ça. Donc, j'ai présidé le comité consultatif. Présidé. Et bon, ça, c'était un mandat du ministère de l'Éducation. Et en 2006, et le rapport a été produit en 2007. Donc, comme ça dit, c'est le comité consultatif sur l'intégration et l'accommodement raisonnable en milieu scolaire. Donc, bon, on a connu ce que les médias ont appelé la crise des accommodements. Alors là, le ministère avait commandé, effectivement, un avis, un rapport sur l'état de la situation et des recommandations pour améliorer la situation dans le milieu scolaire par rapport à l'intégration et à la prise en compte de la diversité en milieu scolaire. Et vous avez présidé ce comité consultatif? Oui, effectivement. Donc, ce comité consultatif était composé, et bien sûr, des grands gestionnaires du milieu de l'éducation, donc des commissions scolaires, le milieu syndical, des enseignants, les directions d'école, etc. Donc, c'était un comité consultatif d'une trentaine de membres. Donc, et on a produit ce rapport avec les recommandations qui ont été généralement très bien reçues. Il y a certaines recommandations dont le gouvernement a pris en compte et puis qui ont été appliquées particulièrement par rapport à la formation des gestionnaires pour la meilleure prise en compte de la diversité dans le milieu scolaire. Et il y a celui-là, Conseil interculturel de Montréal. Vous avez également... Bon, effectivement, j'ai présidé le Conseil interculturel de la ville de Montréal. Et ça, c'est la publication d'un avis sur, justement, un avis sur la gestion municipale des lieux de culte minoritaires. Parce qu'on sait que, bien sûr, il y a beaucoup d'églises à Montréal, mais il y a beaucoup de lieux de culte on va dire, protestants, de culte juifs, de culte musulmans, etc., etc. Donc, puisque le Conseil interculturel, c'est un organisme légalement créé qui fait partie de la ville de Montréal. Donc, notre rôle, c'est effectivement de mener des études et puis de produire des avis sur les différents sujets qui concernent la gestion de la diversité. Donc, comme l'égalité en emploi, comme la question du profilage racial, effectivement. Donc, alors là, pendant ma présidence de 2007 à 2010, de 2008 à 2010, effectivement, j'ai produit cet avis-là. Alors, bien sûr, avec le conseil là, est formé de membres issus de différents profils. Vous êtes un enseignant à la retraite, on peut dire très occupé, parce que vous êtes impliqué dans plusieurs activités, vous êtes très présent au sein de la communauté. Vous êtes impliqué également au sein du GRAN. Qu'est-ce que le GRAN et qu'est-ce que vous faites au sein du GRAN? Bon, alors le GRAN, après le tremblement de terre et tout de suite après le tremblement de terre, le GRAN a été créé à l'initiative d'un groupe de professionnels haïtiens, dont sous le leadership de Samuel Pierre, effectivement, avec Pierre Toussaint en éducation, etc. Donc, le GRAN, c'est un groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle.
Est-ce que j'entends dans votre implication, vous jouez pas mal souvent le rôle de président. Donc vous avez ce leadership en vous pour mener des projets et en même temps attirer des gens à travailler avec vous. Bon, disons que moi, j'accorde pas d'importance au titre de président. Okay? Et pour moi, ce qui est important là, c'est contribuer avec les bagages de connaissances et d'expérience qu'on a effectivement. Alors, je n'ai jamais posé ma candidature pour nommé le poste de président. Donc, j'ai souvent répondu à l'appel pour contribuer à partir de mes compétences. Et puis, donc, ce n'est pas le titre qui compte là vraiment, c'est la contribution qui compte là. En tout cas, moi, je vous vois aller au grade et je trouve que vous faites un bon travail. Donc, merci beaucoup. Nous sommes au mois de février. Oui. Un peu plus tôt, on a mentionné que c'est en février 86 que Duvalier avait quitté Haïti. En février, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mois de l'histoire des Noirs? Dans le mois de l'histoire des Noirs, c'est rappeler toutes ces contributions et ça aide aussi aux communautés issues de l'Afrique, on va dire, à reconnaître. Parce que le système esclavagiste a fait un très mauvais travail à penser que, effectivement, les esclaves, c'était des biens meubles qu'on peut utiliser, etc. Et en 2020, c'est toujours très important, là, vraiment, de penser qu'on doit lutter contre l'esclavage, parce qu'il y a encore l'esclavage moderne, là, effectivement. Donc, pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est un moment privilégié pour vraiment rappeler les valeurs que véhicule là, vraiment et cette partie de l'humanité là, qu'on appelle les Noirs ou bien des descendants de l'Afrique. Je crois que tout le monde gagne à connaître effectivement d'où ce qu'on vient, de connaître nos contributions actuelles. Et je pense que vous avez déjà été dans un calendrier du mois de l'histoire des Noirs. Bon, effectivement, je pense, en fait, je sais que j'ai fait partie là des personnalités et reconnues dans le calendrier du mois de l'histoire des Noirs. Je me rappelle pas l'année là, mais je pense que c'est autour de l'année 2000, bon, peut-être. C'est autour de l'année 2000. Février 2020, le gouvernement du Québec procède à une réforme des commissions scolaires. Donc, il y aura changement dans la loi sur l'instruction publique et la gouvernance scolaire. Donc, on abolit tout ce qui est les élections scolaires. Donc, vraiment, changement. Et on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, mais ça vient d'être... le changement vient d'être... En fait, la loi vient d'être votée. Et voilà, votée avec force. Bon. Comment est-ce que vous voyez cette transformation à venir, vous qui avez connu justement l'enseignement, les commissions scolaires? À quoi est-ce que, selon vous, on peut s'attendre? Bon, disons, ce changement vient en tenant compte des défis de la démocratie scolaire. Parce que c'est vrai que dans la majorité des grandes commissions scolaires, lors des élections scolaires, la participation est très faible. Mais je pense que c'est une manière très réductrice de voir la question de la démocratie scolaire. Parce que dans les écoles, il y a les comités de parents, et les comités de parents jouent un rôle très important à l'intérieur des écoles. Mais apparemment, ils auront plus de place avec la nouvelle structure de centres partagés. Bon, alors, je dois dire humblement, je n'ai pas lu cette loi-là qui a eu tellement d'amendements, là, même à la dernière minute. Donc, et maintenant, ce qu'on reproche à cette loi-là, c'est que dans le processus d'adoption de la loi, on n'a pas pris le temps d'écouter vraiment tous les acteurs impliqués dans la question de la démocratie scolaire. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y avait des changements nécessaires pour améliorer la démocratie scolaire, mais par rapport à ce que j'ai entendu, je n'ai pas la garantie que cette réforme-là vraiment tient compte là, vraiment des enjeux fondamentaux qui est la qualité de et de travail et
des acteurs en éducation, parce que on sait que beaucoup de jeunes enseignants quittent la profession en bas de 5 ans d'ancienneté. Alors, on parle de pénurie d'enseignants et on parle de pénurie de personnel d'encadrement, de psychoéducateurs, de psychologues scolaires, etc. Et tous ces problèmes qui sont assez graves. Okay? Oui, on s'en reparle dans 1 an. Bon, on s'en reparle probablement dans 1 an. Ah oui, pour se faire un suivi. Oui, mais effectivement, c'est tout un défi à relever. Discutons passion, on discute passion. Quelle est votre passion? Bon, alors, c'est certain que ma passion se résume à plusieurs aspects. Okay? C'est l'éducation. Okay? Bon, bien sûr, l'éducation générale. Alors, ça nous a fait plaisir de vous recevoir, Monsieur Fleury, dans Discutons Passion. Vous êtes une personne animée qu'il faut absolument côtoyer. De par votre dynamisme, de par votre leadership, vous êtes positif, vous croyez en la vie. Et c'est ce qu'il faut. Il faut toujours se mettre en action ici, au Québec. Et je vois aussi que vous êtes en action pour une Haïti meilleure et nouvelle aussi. Donc, très important de vous côtoyer. J'invite mes auditeurs et auditrices à chercher, à voir où est-ce que vous êtes. Bien, merci pour l'invitation. Et puis, je peux dire que tant que je serai en santé, j'espère pouvoir continuer à contribuer à l'éducation et au développement d'Haïti. Oui, alors on se donne rendez-vous dans 1 an pour voir comment tout a évolué. C'est parfait. Merci. Merci d'avoir regardé Discutons Passion. Si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Si vous voulez regarder plus de vidéos, cliquez là. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Et partagez. Merci. Oui.